Sous la pluie battante, Gilléon suffoquait, la boue froide du marais s'infiltrant dans ses poumons. Sa robe de mariée, autrefois d'un blanc éclatant, était maintenant une loque souillée, lacérée par les roseaux acérés. Elle tendit une main tremblante vers le ciel, comme pour supplier les étoiles cachées de lui accorder une dernière chance de vivre. Elle n'aurait jamais imaginé que son mariage, censé être le jour le plus heureux de sa vie, se transformerait en cauchemar. Gilléon, 28 ans, coréenne, avait traversé les océans pour rejoindre Antoine, son fiancé français, dans un village pittoresque de la Loire. Leur histoire d'amour, née sur les bancs d'une université parisienne, semblait un conte de fées. Lui, un professeur de littérature charismatique, elle, une étudiante en arts passionnés, venue de Séoul pour poursuivre ses rêves. Mais ce soir-là, dans les marais près de la propriété familiale d'Antoine, quelqu'un avait voulu mettre fin à ce conte. Gilléon revoyait encore le regard glacial de Madame Dubois, sa belle-mère, lorsqu'elle l'avait accueilli à la gare. Cette femme élégante, aux cheveux grisonnants impeccablement coiffés, cachait sous son sourire de façade une hostilité palpable. Une étrangère dans notre famille, avait-elle murmuré à son fils, pensant que Gilléon ne comprenait pas le français. Mais Gilléon avait tout entendu, et chaque mot s'était gravé dans son cœur comme une lame. Ce n'était pas seulement la désapprobation d'une belle-mère traditionnaliste. Quelque chose de plus sombre se tramait. La veille du mariage, Madame Dubois avait insisté pour que Gilléon participe à une promenade rituelle, dans les marais, une vieille tradition locale, disait-elle. Naïve, Gilléon avait accepté, ignorant qu'elle marchait droit dans un piège. Un craquement dans les roseaux la ramena à la réalité. Elle n'était pas seule. Une silhouette se dessinait dans la brume, une femme aux cheveux courts, vêtue d'un manteau de laine usé. Élodie, 30 ans, française, était une apicultrice du village, connue pour son tempérament solitaire et son aversion pour les ragots. Elle passait souvent ses nuits à vérifier ses ruches dans les marais, et ce soir-là, le destin l'avait menée jusqu'à Gilléon. « Tiens bon !» cria Élodie, sa voix rauque perçant le silence. Elle s'agenouilla près de Gilléon, ses mains fortes mais délicates soutenant la jeune femme épuisée. Élodie ne posa pas de questions. Elle ne demanda pas pourquoi une mariée était abandonnée dans un marais, à demi morte. Elle se contenta de la tirer hors de la boue, son regard empreint d'une compassion brute, presque sauvage. Gilléon, à bout de force, s'accrocha à elle. Dans les yeux d'Élodie, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une chaleur sincère, une promesse muette de protection. Mais même dans cet instant de répit, une question la hantait. Pourquoi Madame Dubois avait-elle voulu sa mort? Le village de Saint-Lys, niché au cœur des vallées verdoyantes de la Loire, semblait paisible en surface. Mais sous ses façades de pierre et ses champs de lavande, il cachait des secrets aussi épais que la brume des marais. Gilléon l'avait compris dès son arrivée, lorsque les regards des habitants glissaient sur elle avec méfiance. Étrangère, asiatique, femme, elle incarnait tout ce qui dérangeait l'ordre établi de ce coin de France. Pourtant, Antoine l'avait rassurée. « Ils s'habitueront à toi », disait-il, son sourire éclipsant ses doutes. Gilléon voulait y croire. Elle avait tout quitté pour lui, sa famille à Séoul, ses amis, ses études. En Corée, elle avait grandi dans une société où l'amour entre femmes était un sujet tabou, un secret qu'elle avait enfoui au plus profond d'elle-même. Avec Antoine, elle pensait avoir trouvé une échappatoire, une vie où elle pourrait être aimée sans avoir à se cacher. Mais ce rêve s'effondrait maintenant, englouti par la boue du marais. Élodie installa Gilléon dans sa petite maison à la lisière du village, une bâtisse modeste entourée de ruches bourdonnantes. Les murs étaient tapissés de photos de paysages et d'esquisses au fusain, révélant une âme sensible derrière la façade rude d'Élodie. « Qui t'a fait ça ?» demanda Élodie, brisant le silence alors qu'elle bandait les plaies de Gilléon. « Je ne sais pas, » murmura Gilléon, sa voix tremblante. Mais elle savait. Les souvenirs de la soirée lui revenaient par fragments. Madame Dubois l'avait conduite dans les marais sous prétexte de cette tradition. Puis, dans un moment de distraction, Gilléon avait senti une douleur fulgurante à l'arrière de sa tête. Tout s'était éteint. Quand elle avait repris conscience, elle était seule, à moitié submergée dans l'eau fétide,
abandonnée pour morte. Élodie fronça les sourcils, ses mains s'immobilisant un instant. « Madame Dubois, n'est-ce pas ?» dit-elle, son ton chargé de mépris. « Cette femme est un serpent. Tout le village le sait, mais personne n'ose parler. » Giéon releva les yeux, surprise. « Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle cache ?» Élodie hésita, comme si elle pesait le poids de ses mots. « Il y a des rumeurs, des histoires sur la famille Dubois. Des disparitions, des accidents qui n'en étaient pas vraiment. Mais sans preuve, ce ne sont que des murmures. » Giéon sentit un frisson la parcourir. Elle n'était pas seulement une victime d'un acte isolé. Elle avait été entraînée dans quelque chose de bien plus vaste, un secret que Madame Dubois protégeait à tout prix. Cette nuit-là, incapable de dormir, Giéon fixait le plafond de la chambre d'amis d'Élodie. Chaque craquement de la maison la faisait sursauter. Elle repensait à sa vie en Corée, à la pression étouffante de sa famille pour qu'elle se conforme, à ses sentiments refoulés pour une amie d'enfance, Sojin, qu'elle n'avait jamais osé avouer. Était-ce pour cela que le destin la punissait? Mais au fond d'elle, une flamme s'allumait. Elle n'allait pas se laisser briser. Pas par Madame Dubois, pas par ce village, pas par ses propres peurs. Elle reviendrait, plus forte, et elle dévoilerait la vérité, quelle qu'elle soit. Élodie, de son côté, observait Giéon depuis le seuil de la porte. Elle non plus n'avait jamais eu la vie facile. Fille d'un père alcoolique et d'une mère absente, elle avait appris à se débrouiller seule, à ignorer les jugements des villageois qui la traitaient de garçon manqué, ou pire, à cause de son apparence androgyne et de son refus de se plier aux normes. Elle n'avait jamais parlé de son attirance pour les femmes, pas ici, pas dans ce village où les traditions pesaient plus lourd que les cœurs. Pourtant, en regardant Giéon, Élodie ressentait quelque chose de nouveau. Une envie de protéger, mais aussi une attirance qu'elle ne pouvait nier. Elle secoua la tête, chassant ses pensées. Ce n'était pas le moment. Giéon avait besoin d'une alliée, pas d'une complication. Le lendemain matin, Giéon se tenait devant le miroir, les ecchymoses sur son visage lui rappelant la violence qu'elle avait subie. Mais dans ses yeux, il y avait une lueur nouvelle. Elle n'était plus la fiancée docile, prête à tout pour plaire. Elle était une survivante. « Je dois retourner là-bas, » dit-elle à Élodie. « Je dois savoir pourquoi elle a fait ça. » Élodie croisa les bras, un mélange d'admiration et d'inquiétude dans le regard. « Tu es folle. Mais si tu y vas, je viens avec toi. » Ainsi commença leur alliance improbable, deux femmes que tout opposait, unies par un même désir de justice. Le Marais, témoin de la trahison, serait aussi le théâtre de leur revanche. Mais ce qu'elles allaient découvrir dépasserait tout ce qu'elles pouvaient imaginer. Le soleil peinait à percer les nuages gris qui surplombaient Saint-Lys, comme si le ciel lui-même refusait de révéler les secrets du village. Giéon et Élodie se tenaient à l'orée du Marais, là où tout avait basculé. La robe de mariée, maintenant nettoyée et soigneusement pliée dans un sac, était un rappel cruel de la trahison de Madame Dubois. « On ne peut pas juste entrer dans leur maison et l'accuser, » murmura Élodie, ses yeux scrutant les environs. « Elle est trop puissante ici. Les gens ont peur d'elle. » Giéon hocha la tête, ses doigts serrant le sac. Elle savait qu'Élodie avait raison. Madame Dubois n'était pas seulement la matriarche d'une famille influente. Elle était une figure centrale du village, une femme dont les dons à l'église et les sourires calculés achetaient le silence des habitants. Mais Giéon n'était pas venu pour se taire. « Alors on trouve des preuves, » dit-elle, sa voix ferme malgré la peur qui lui nouait l'estomac. « Quelque chose qui la forcera à avouer. » Élodie esquissa un sourire, impressionnée par la détermination de Giéon. Elle avait vu beaucoup de gens plier sous la pression de ce village, mais cette femme, malgré ses blessures, refusait de céder. Leur première étape fut de retourner dans les marais. Élodie connaissait chaque sentier, chaque recoin boueux. Elle guida Giéon jusqu'à l'endroit exact où elle l'avait trouvé, à demi noyé. Les roseaux étaient encore écrasés, comme si la terre elle-même gardait la mémoire de l'agression. « Regarde, » dit Élodie en s'accroupissant.
Elle désigna une trace dans la boue, à peine visible, l'empreinte d'une chaussure, fine et élégante, bien différente des bottes grossières des paysans du coin. Gédéon sentit son cœur s'accélérer. Ça pourrait être n'importe qui, dit-elle, mais sa voix tremblait d'espoir. Élodie secoua la tête. Pas ici. Personne ne vient dans cette partie du marais, sauf ceux qui ont quelque chose à cacher. Elles passèrent l'heure suivante à fouiller les environs, bravant l'odeur fétide et les insectes. Gédéon trouva un éclat de tissu blanc, coincé dans les roseaux. C'était un morceau de sa robe de mariée, arraché pendant sa chute. Mais ce n'était pas tout. À quelques mètres, Élodie découvrit un objet métallique à moitié enfoui, une broche en argent, ornée d'un motif de lys. « C'est à elle, murmura Gédéon, reconnaissant immédiatement le bijou que Madame Dubois portait le jour de son arrivée. Élodie serra la broche dans sa main, ses yeux brillants d'une colère contenue. Ça ne suffit pas pour l'accuser, mais c'est un début. Leur enquête les mena ensuite à la bibliothèque municipale, un bâtiment vétuste où les archives du village étaient conservées. Élodie connaissait la bibliothécaire, une vieille femme nommée Claire, qui avait un faible pour les histoires croustillantes. Avec un peu de charme et une bouteille de vin local, elles obtinrent l'accès aux registres anciens. Les heures passèrent, les pages jaunies révélant des bribes de l'histoire des Dubois. Gédéon découvrit que la famille avait bâti sa fortune sur le commerce de la soie au XIXe siècle, mais aussi sur des pratiques douteuses. Des rumeurs de chantage, de mariage arrangé, et même d'une disparition mystérieuse d'une jeune fiancée dans les années 60 circulaient. « Regarde ça, » dit Élodie, pointant un article de journal datant de 1963. L'article mentionnait une certaine Marie, fiancée du grand-oncle d'Antoine, retrouvée morte dans les marais. Officiellement, un accident. Mais les détails étaient troublants. Marie avait été vue pour la dernière fois avec la mère du fiancé, une femme décrite comme autoritaire et manipulatrice. Gédéon sentit un frisson glacé. L'histoire se répétait. « Elle a déjà fait ça, » murmura-t-elle. « Elle a tué avant. » Élodie posa une main sur son épaule, un geste à la fois réconfortant et chargé d'une tension nouvelle. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le monde autour d'elle sembla s'effacer. Gédéon sentit son cœur battre plus fort, non pas de peur, mais d'autre chose, quelque chose qu'elle n'osait pas encore nommer. « On doit être prudente, » dit Élodie, brisant le silence. « Si elle apprend qu'on fouille, elle fera tout pour nous arrêter. » Leur enquête fut interrompue par un bruit à l'entrée de la bibliothèque. Antoine se tenait là, son visage blême, ses yeux rougis par l'inquiétude. « Gédéon, où étais-tu? J'ai cru t'avoir perdu. » Il s'avança pour la prendre dans ses bras, mais Gédéon recula instinctivement. Elle ne savait plus si elle pouvait lui faire confiance. Antoine était-il au courant du plan de sa mère? Était-il complice ou simplement aveugle? « Je vais bien, » dit-elle froidement. « Grâce à Élodie. » Antoine jeta un regard méfiant à l'apicultrice, qui se tenait droite, les bras croisés, comme un rempart entre lui et Gédéon. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, son ton oscillant entre la confusion et la suspicion. « On cherche la vérité, » répondit Élodie, sans détour. « Et toi, Antoine, sais-tu ce que ta mère a fait ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Antoine baissa les yeux, incapable de répondre. Gédéon sentit une fissure se former dans son cœur. Elle avait aimé cet homme, mais maintenant, elle voyait les failles dans son armure, les doutes qu'il avait toujours ignorés. Cette nuit-là, chez Élodie, Gédéon ne dormit pas. Elle repensait à sa vie en Corée, à la pression constante pour se marier, pour être normale. Elle avait cru qu'Antoine serait sa liberté, mais il l'avait menée dans une prison d'un autre genre. Et pourtant, à travers ce chaos, Élodie était apparue, comme une lumière dans l'obscurité. Le lendemain, elles décidèrent de s'introduire dans la maison des Dubois. C'était risqué, mais Gédéon était convaincu que des réponses se trouvaient là, dans les murs de cette demeure imposante. Élodie, bien que réticente, accepta de l'accompagner.
Elles attendirent la nuit, quand Madame Dubois et Antoine seraient à une réunion du conseil municipal. La maison était silencieuse, presque oppressante. Gédéon sentit son pouce accélérer en franchissant le seuil. Chaque pas semblait résonner comme un aveu de défi. Dans le bureau de Madame Dubois, elles trouvèrent une boîte verrouillée, cachée sous une pile de documents. Élodie, avec une agilité surprenante, crocheta la serrure. À l'intérieur, des lettres, des photos et un journal intime. Gédéon ouvrit le journal, ses mains tremblantes. Les premières lignes lui glacèrent le sang. Elle ne doit pas savoir. Personne ne doit savoir. J'ai fait ce qu'il fallait pour protéger notre famille. Le journal détaillait un secret si sombre qu'il menaçait de tout détruire. Le journal de Madame Dubois était un labyrinthe de mots codés et de confessions voilées. Gédéon et Élodie, assises dans l'obscurité du bureau, lisaient à la lueur d'une lampe de poche, leur souffle suspendu. Chaque page semblait révéler une nouvelle facette de la cruauté de cette femme, mais aussi une vérité bien plus ancienne, enracinée dans l'histoire de la famille Dubois. Les premières entrées dataient de plusieurs décennies. Madame Dubois, alors jeune mariée, écrivait sur son mariage avec le père d'Antoine, un homme riche mais distant. Elle décrivait une vie de façade, où l'amour n'avait jamais existé, seulement le devoir. Mais ce qui attira l'attention de Gédéon fut une mention récurrente. Une femme nommée Élise, une amie d'enfance de Madame Dubois, dont le nom revenait avec une intensité troublante. Élise était mon secret, écrivait-elle. Mon péché. J'ai cru que l'épouser, lui, me guérirait. Mais elle est toujours là, dans mes rêves, dans mes regrets. Gédéon sentit son cœur se serrer. Madame Dubois avait aimé une femme, mais avait choisi de l'enfouir, de l'étouffer sous le poids des attentes sociales. Ce choix avait fait d'elle une femme amère, prête à tout pour préserver l'illusion d'une vie parfaite. Élodie, lisant par-dessus son épaule, murmura. Elle t'a vue comme une menace. Pas seulement parce que tu es étrangère, mais parce que tu représentes ce qu'elle a toujours refoulé. Gédéon hocha la tête, les pièces du puzzle s'assemblant. Madame Dubois n'avait pas seulement voulu la tuer pour protéger la réputation de sa famille. C'était personnel, viscéral. Gédéon, avec son passé coréen et ses propres luttes intérieures, incarnait tout ce que Madame Dubois avait sacrifié, la liberté d'aimer qui elle voulait. Mais le journal révélait plus encore. Une entrée datée de 1963 mentionnait la disparition de Marie, la fiancée du grand-oncle d'Antoine. Les mots de Madame Dubois étaient froids, presque mécaniques, elle savait trop de choses. Elle menaçait notre avenir. Le Marais a gardé son silence. Gédéon referma le journal, le souffle coupé. Madame Dubois n'était pas seulement une manipulatrice. C'était une meurtrière. Un bruit soudain les fit sursauter. Des pas résonnaient dans le couloir. Élodie attrapa le journal et le glissa dans son sac, tandis que Gédéon éteignit la lampe. Elles se cachèrent sous le bureau, retenant leur souffle alors que la porte s'ouvrait. C'était Antoine. Il entra, alluma la lumière, et s'arrêta net en voyant la boîte ouverte sur le bureau. « Maman » appela-t-il, sa voix tremblante. Gédéon sentit son cœur se déchirer. Elle voulait croire qu'Antoine était innocent, qu'il n'avait rien su du plan de sa mère. Mais son hésitation, son silence face aux accusations d'Élodie, la faisaient douter. Élodie lui serra la main dans l'obscurité, un geste silencieux qui disait « Je suis là ». Antoine quitta la pièce, et elles s'échappèrent par une fenêtre arrière, le journal serré contre la poitrine d'Élodie. Dehors, la nuit était froide, mais leur cœur battait à tout rompre. « On doit aller voir la police », dit Gédéon. Élodie secoua la tête. « Pas encore. La police locale est sous l'influence des Dubois. On a besoin de plus, quelque chose d'irréfutable. » Elles décidèrent de chercher des informations sur Élise, la femme mentionnée dans le journal. Élodie connaissait une vieille femme, Madame Lefebvre, qui vivait à la périphérie du village et avait grandi avec Madame Dubois. Si quelqu'un savait quelque chose, c'était elle. Madame Lefebvre les accueillit avec méfiance,
ses yeux plissés scrutant Gédéon comme si elle était une étrangère venue troubler la paix. Mais lorsqu'Élodie mentionna Élise, le visage de la vieille femme s'adoucit, teinté de tristesse. Élise était une âme libre, dit-elle, sa voix chevrotante. Elle aimait Marguerite. C'est ainsi qu'on appelait Madame Dubois à l'époque. Mais Marguerite a choisi la sécurité, le mariage, la famille. Élise en a eu le cœur brisé. Elle a quitté le village peu après. Où est-elle maintenant? Demanda Gédéon. Madame Lefèvre haussa les épaules. Personne ne sait. Certains disent qu'elle est morte, d'autres qu'elle vit à Paris, sous un autre nom. Marguerite ne l'a jamais pardonnée. Elle disait qu'Élise l'avait trahie en partant. Gédéon sentit une vague de compassion pour cette femme qu'elle n'avait jamais rencontrée. Elle connaissait ce sentiment, cette douleur d'aimer en secret, de devoir choisir entre soi-même et le monde. De retour chez Élodie, elles passèrent la nuit à analyser le journal, cherchant des indices sur Élise. Gédéon ne pouvait s'empêcher de remarquer la façon dont Élodie la regardait, avec une tendresse qu'elle essayait de dissimuler. Elle-même sentait une chaleur grandir en elle, un mélange de gratitude et d'attirance qu'elle n'osait pas explorer. Pas encore. Le lendemain, elles reçurent un message anonyme, glissé sous la porte d'Élodie. « Arrêtez de fouiller, ou vous finirez comme elle. » Gédéon sentit la peur l'envahir, mais Élodie serra les poings. Ils veulent nous faire taire. Mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Leur quête de vérité devenait plus dangereuse, mais aussi plus personnelle. Gédéon commençait à comprendre que cette lutte n'était pas seulement pour sa survie, mais pour sa liberté. La liberté d'être elle-même, d'aimer sans honte. Et dans les yeux d'Élodie, elle voyait un reflet de cette même lutte. La menace glissée sous la porte d'Élodie pesait lourd dans l'air. Gédéon relisait les mots, écrits d'une main tremblante mais déterminée. « Arrêtez de fouiller, ou vous finirez comme elle. » Qui était elle? Marie, la fiancée disparue? Élise, l'amour perdu de Madame Dubois? Ou une autre victime, oubliée par le temps? Élodie, fidèle à son tempérament, refusa de céder à la peur. « Il pense qu'on va abandonner, » dit-elle, froissant le message dans sa main. Mais il se trompe. Gédéon admirait son courage, mais elle ne pouvait ignorer le danger. Chaque pas qu'elle faisait les rapprochait de la vérité, mais aussi d'un précipice. Pourtant, elle n'avait plus le choix. Elle avait survécu au marais, et maintenant, elle voulait des réponses. Leur prochaine piste les mena à Paris, où Madame Lefèvre avait suggéré qu'Élise pourrait vivre. Elles prirent le premier train, laissant derrière elles le village oppressant de Saint-Lys. Dans le wagon, Gédéon observait Élodie, qui regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées. « Pourquoi fais-tu tout ça pour moi ?» demanda Gédéon, brisant le silence. Élodie tourna la tête, surprise. Elle sembla chercher ses mots, puis haussa les épaules avec un sourire timide. « Parce que je sais ce que c'est de se sentir seule contre le monde. Et parce que tu mérites mieux. » Gédéon sentit son cœur s'emballer. Il y avait dans la voix d'Élodie une sincérité qui la touchait profondément, un écho de ses propres désirs enfouis. Mais elle n'était pas prête à affronter ses sentiments, pas alors que sa vie était encore en danger. À Paris, elles commencèrent leurs recherches dans les archives municipales, espérant trouver une trace d'Élise. Après des heures de fouilles, elles tombèrent sur un registre mentionnant une Élise Martin, qui vivait dans un petit appartement du Marais. L'adresse était ancienne, mais c'était leur meilleure piste. Lorsqu'elles frappèrent à la porte, une femme d'une 60aine d'années ouvrit. Ses cheveux gris étaient coupés courts, et ses yeux, bien que fatigués, brillaient d'une intelligence vive. Elle les dévisagea avec méfiance. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. Élodie expliqua leur quête, mentionnant le journal de Madame Dubois. Le visage d'Élise se ferma, mais elle les laissa entrer. Dans son salon modeste, entouré de livres et de toiles colorées, Élise raconta son histoire. Elle avait aimé Marguerite, Madame Dubois, avec une passion dévorante, mais dans les années 60, cet amour était impossible.
Marguerite avait choisi la sécurité, épousant un homme qu'elle n'aimait pas, tandis qu'Élise, brisée, avait fui à Paris. Elle m'a accusé de l'avoir abandonnée, dit Élise, les larmes aux yeux. Mais c'est elle qui m'a rejeté. Elle a construit une vie sur des mensonges, et elle a fait payer tous ceux qui menaçaient son secret. Giéon sentit une boule dans sa gorge. L'histoire d'Élise était un miroir de la sienne. Une femme forcée de cacher qui elle était, punie pour avoir osé aimer. Elle a essayé de me tuer, murmura Giéon. Pourquoi? Élise soupira. Parce que tu es tout ce qu'elle n'a jamais pu être. Libre, authentique. Elle te hait pour ça. Élise leur confia une lettre, écrite par Madame Dubois des années auparavant, où elle avouait son rôle dans la disparition de Marie. C'était une preuve accablante, mais Élise les mit en garde. Marguerite est dangereuse. Elle ne reculera devant rien pour protéger son image. De retour à Senlis, Giéon et Élodie décidèrent de confronter Madame Dubois. Elle savait que c'était risqué, mais la lettre et le journal étaient des armes puissantes. Elles choisirent de l'affronter lors d'une fête au manoir des Dubois, où tout le village serait présent. La soirée était somptueuse, les lustres scintillants, les invités riant sous les regards calculateurs de Madame Dubois. Giéon, vêtue d'une robe simple mais élégante, sentit tous les yeux sur elle lorsqu'elle entra, Élodie à ses côtés. Madame Dubois pâlit en les voyant. « Que fais-tu ici » siffla-t-elle à Giéon. « Tu devrais être. » Elle s'arrêta, consciente des regards autour d'elle. « Morte » compléta Giéon, sa voix résonnant dans la salle. Un silence choqué s'abattit. Élodie sortit le journal et la lettre, les brandissant comme des armes. « Vous avez essayé de la tuer, comme vous avez tué Marie. Et tout ça pour cacher votre propre vérité. » Les murmures s'élevèrent parmi les invités. Madame Dubois tenta de nier, mais Giéon lut à haute voix des extraits du journal, révélant l'amour interdit de Marguerite pour Élise et son crime pour protéger ce secret. Antoine, présent dans la foule, semblait dévasté. Il s'avança, les larmes aux yeux. « Maman, est-ce vrai ?» Madame Dubois s'effondra, incapable de soutenir le regard de son fils. La vérité, si longtemps enfouie, éclatait enfin au grand jour. Mais la victoire était douce amère. Giéon savait que cette révélation briserait la famille Dubois, et peut-être Antoine avec elle. Elle sentit la main d'Élodie effleurer la sienne, un geste discret mais chargé de sens. Cette nuit-là, alors que le village bruissait de commérages, Giéon et Élodie se retrouvèrent seuls, face au marais. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant » demanda Élodie. Giéon prit une profonde inspiration. « Vivre, vraiment vivre. » Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, Giéon n'eut pas peur de ce qu'elle ressentait. La révélation au manoir des Dubois avait secoué Senlis comme un tremblement de terre. Les habitants, autrefois si prompts à ignorer les rumeurs, ne pouvaient plus fermer les yeux. Madame Dubois, jadis intouchable, était devenue une paria, son masque d'élégance arraché par les mots de Giéon et Élodie. Pourtant, la victoire laissait un goût d'inachevé dans le cœur de Giéon. Assise dans la cuisine d'Élodie, une tasse de thé fumante entre les mains, Giéon repensait à Antoine. Il avait quitté le manoir après la confrontation, refusant de parler à quiconque. Elle avait vu la douleur dans ses yeux, mais aussi une vérité qu'il n'avait jamais voulu affronter. Il avait aimé Giéon, mais il n'avait jamais vraiment vu qui elle était. Élodie, quant à elle, semblait plus déterminée que jamais. « On a fait ce qu'il fallait, » dit-elle, s'asseyant en face de Giéon. « Mais ce n'est pas fini. Elle va essayer de se venger. » Giéon hocha la tête. Madame Dubois n'était pas femme à accepter la défaite. Même acculée, elle restait dangereuse, comme un animal blessé. Le lendemain, une nouvelle rumeur circula dans le village. Madame Dubois avait engagé un avocat parisien pour nier les accusations et poursuivre Giéon pour diffamation. Pire encore,
Des témoins affirmaient avoir vu des hommes suspects rôder près de la maison d'Élodie. « Elle ne s'arrêtera jamais », murmura Gilléon, la peur revenant en force. Élodie posa une main sur la sienne, un geste devenu familier mais toujours chargé d'électricité. « Alors on doit être plus maligne qu'elle. » Elles décidèrent de contacter Élise à nouveau, espérant qu'elle pourrait fournir d'autres preuves. Élise, bien que réticente à replonger dans son passé, accepta de les aider. Elle leur envoya une boîte contenant des lettres échangées avec Marguerite, des mots d'amour et de colère qui confirmaient leur histoire. Mais un soir, alors qu'elles rentraient d'une visite à la poste, elles furent attaquées. 2 hommes masqués surgirent d'une ruelle sombre, leurs silhouettes menaçantes sous la lumière des réverbères. Élodie, rapide et intrépide, repoussa l'un d'eux, tandis que Gilléon attrapa une pierre pour se défendre. « Partez !» cria Élodie, sa voix vibrante de colère. Les hommes s'enfuirent, mais pas avant que Gilléon ne remarque un détail. L'un d'eux portait une montre en argent, identique à celle qu'elle avait vue au poignet d'un cousin éloigné des Dubois lors de la fête. « C'était elle, » dit Gilléon, essoufflé. « Elle est derrière tout ça. » Élodie hocha la tête, son visage durci par la détermination. « On va la faire tomber. Pour de bon. » Elles décidèrent de tendre un piège. Avec l'aide d'Élise, elles falsifièrent une lettre, prétendant qu'une nouvelle preuve accablante allait être révélée lors d'une réunion publique au village. Elles firent courir le bruit, sachant que Madame Dubois ne pourrait résister à l'envie d'intervenir. Le jour de la réunion, la salle communale était pleine à craquer. Les habitants, curieux et avides de scandale, attendaient en chuchotant. Madame Dubois entra, le visage impassible, mais Gilléon vit la tension dans ses yeux. Élodie prit la parole, brandissant la fausse lettre. « Nous avons la preuve que Madame Dubois a orchestré une nouvelle attaque contre Gilléon. Et nous savons qu'elle n'agit pas seule. » Un murmure parcourut la foule. Madame Dubois se leva, furieuse. « C'est un mensonge. Vous n'avez rien. » Mais avant qu'elle ne puisse continuer, un homme dans l'assistance se leva. C'était le cousin des Dubois, celui à la montre en argent. Sous la pression des regards, il craqua. « Elle m'a payé, » cria-t-il. « Elle m'a dit de faire peur à la Coréenne, de la faire taire. » La salle explosa en exclamations. Madame Dubois, acculée, s'effondra sur sa chaise, le visage blême. La police, présente dans la foule, s'avança pour l'interroger. Gilléon sentit un poids s'envoler de ses épaules, mais une autre douleur persistait. Elle avait gagné, mais à quel prix? Elle avait perdu Antoine, son rêve d'une vie nouvelle en France, et une partie d'elle-même. Cette nuit-là, chez Élodie, elles fêtèrent leur victoire avec une bouteille de vin. Mais l'atmosphère était différente, plus intime. Élodie, habituellement si réservée, semblait hésiter à dire quelque chose. « Gilléon, » murmura-t-elle enfin, « je ne veux pas que tu partes. » Gilléon sentit son cœur s'arrêter. Pendant des années, elle avait fui ses propres désirs, se cachant derrière des relations acceptables, des attentes familiales. Mais ici, avec Élodie, elle se sentait vue, aimée pour qui elle était vraiment. Elle posa sa main sur celle d'Élodie, et cette fois, elle ne la retira pas. « Je ne vais nulle part, » dit-elle doucement. Leurs lèvres se rapprochèrent, timidement d'abord, puis avec une passion qui semblait libérée des années de silence. Dans ce baiser, Gilléon trouva enfin ce qu'elle avait cherché, un foyer, une vérité, un amour qu'elle n'avait plus à cacher. Mais au loin, dans l'ombre, un dernier secret attendait d'être dévoilé. Le baiser d'Élodie et Gilléon était un point de bascule, un moment où le monde semblait enfin s'aligner. Pour la première fois, Gilléon ne se sentait plus comme une étrangère, ni dans ce village, ni dans son propre cœur. Mais même dans la chaleur de cet instant, une ombre persistait. Madame Dubois n'avait pas encore tout avoué. Le lendemain, alors que la nouvelle de l'arrestation de Madame Dubois se répandait, Gilléon reçut un appel d'Antoine.
Sa voix était brisée, presque méconnaissable. J'ai besoin de te parler, Ji-yeon. Seul à seul. Élodie, protectrice, insista pour l'accompagner, mais Ji-yeon refusa. Elle devait affronter Antoine, non pas pour raviver leur passé, mais pour clore ce chapitre de sa vie. Ils se retrouvèrent dans un café à l'écart du village, un endroit discret où les regards indiscrets ne les atteindraient pas. Antoine semblait vieilli, ses épaules voûtées sous le poids de la vérité. « Je ne savais pas, Ji-yeon, murmura-t-il. Je te jure, je ne savais pas ce qu'elle avait fait. » Ji-yeon le fixa, cherchant dans ses yeux une trace de mensonge. Mais elle ne vit que du regret, et peut-être une part de lâcheté. « Tu ne savais pas, mais tu n'as rien fait pour voir, » dit-elle, sa voix ferme mais sans colère. « Tu as laissé ta mère contrôler tout, même nous. » Antoine baissa la tête, incapable de répondre. Il tendit une enveloppe à Ji-yeon. « Elle m'a donné ça avant son arrestation. Elle a dit que tu devais le lire. » Ji-yeon ouvrit l'enveloppe avec méfiance. À l'intérieur, une lettre manuscrite, rédigée de l'écriture élégante mais tremblante de Madame Dubois. « Ji-yeon, tu as gagné. Tu as dévoilé ce que j'ai passé ma vie à cacher. Mais il y a une dernière vérité que tu dois connaître. Élise n'est pas partie de son plein gré. Je l'ai chassée, menacée, pour protéger ma famille. Et maintenant, je paie le prix de mes choix. Mais sache ceci, ce n'était pas seulement pour moi. C'était pour Antoine, pour lui donner la vie que je n'ai jamais eue. Pardonne-moi, si tu peux. » Ji-yeon replia la lettre, son cœur partagé entre la colère et une étrange pitié. Madame Dubois avait détruit des vies, la sienne comprise, tout cela pour un idéal qui n'avait jamais existé. En rentrant, Ji-yeon raconta tout à Élodie. Celle-ci, fidèle à son tempérament, rejeta toute compassion pour Madame Dubois. Elle a fait des choix, Ji-yeon. Des choix cruels. Ne la laisse pas te manipuler, même maintenant. Mais Ji-yeon savait que cette lettre n'était pas seulement une confession. C'était une clé, un indice vers une dernière pièce du puzzle. Élise. Elles décidèrent de retourner à Paris pour parler à Élise une dernière fois. Lorsqu'elles arrivèrent, Élise semblait attendre leur visite. Elle les invita à s'asseoir et, sans un mot, leur tendit un carnet. « C'est tout ce que j'ai gardé d'elle, » dit-elle. « Marguerite m'a écrit pendant des années, même après m'avoir chassé. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. » Le carnet contenait des lettres d'amour, mais aussi des aveux. Madame Dubois y décrivait son rôle dans la disparition de plusieurs personnes, dont Marie, et son obsession de contrôler tout ce qui menaçait son secret. Mais ce qui frappa Ji-yeon fut une note récente, datée de quelques mois avant son mariage. « L'étrangère que mon fils veut épouser, elle me rappelle Élise. Elle est libre, elle est tout ce que je ne serai jamais. Je ne peux pas la laisser détruire ce que j'ai construit. » Ji-yeon sentit les larmes monter. Elle n'était pas seulement une victime de la haine de Madame Dubois, mais un miroir de sa douleur, de ses regrets. Élodie, voyant son trouble, lui prit la main. « Tu n'es pas elle, Ji-yeon. Tu es plus forte. Tu as choisi d'être toi. » Ces mots libérèrent quelque chose en Ji-yeon. Elle n'était plus la fiancée docile, ni la fille obéissante de Séoul. Elle était une femme qui avait survécu, qui avait aimé, et qui refusait de se cacher. De retour à Saint-Lys, elles décidèrent de publier les lettres d'Élise et de Madame Dubois dans un journal local, pour que le village entier connaisse la vérité. La publication fit scandale, mais elle libéra aussi quelque chose dans l'air. Les habitants, longtemps complices par leur silence, commencèrent à parler, à partager leurs propres histoires de peur et de secrets. Ji-yeon et Élodie devinrent des figures inattendues de changement, des femmes qui avaient défié un système oppressif et remporté une victoire pour la vérité. Mais pour Ji-yeon, la vraie victoire était ailleurs, dans la liberté qu'elle avait trouvée en elle-même et dans l'amour qu'elle partageait avec Élodie. Leur relation, bien que naissante, était un refuge. Chaque regard, chaque toucher, était une promesse de ne plus jamais se cacher.
Mais une dernière surprise les attendait. Le printemps arriva à Senlis, apportant avec lui une douceur nouvelle. Les champs de lavande s'éveillaient, et le marais, jadis lieu de trahison, semblait apaisé sous les rayons du soleil. Giéon et Élodie avaient transformé la petite maison d'Élodie en un foyer, un lieu où les rires remplaçaient les silences oppressants. Mais un matin, un visiteur inattendu frappa à leur porte. C'était Antoine. Il portait un costume froissé, ses yeux cernés par des mois de lutte intérieure. « Je pars, dit-il simplement. Je ne peux plus rester ici, pas après tout ça. » Giéon hocha la tête, comprenant sa douleur. Elle ne ressentait plus de colère envers lui, seulement une forme de paix. « Mais avant de partir, ajouta-t-il, je veux te donner ça. » Il lui tendit une clé, petite et usée, attachée à une étiquette portant l'adresse d'une maison à la périphérie du village. « C'était à ma grand-tante, expliqua-t-il. Maman l'a cachée toute sa vie. Elle disait que c'était maudit. Mais je pense que tu sauras quoi en faire. » Giéon et Élodie se rendirent à la maison, une bâtisse délabrée entourée de rosiers sauvages. À l'intérieur, elles trouvèrent des peintures, des lettres et des photos d'Élise et Marguerite, jeunes, amoureuses, avant que la vie ne les sépare. Parmi les objets, il y avait un tableau, peint par Élise. Il représentait deux femmes dans un champ, leurs mains entrelacées, leurs visages rayonnants sous un ciel étoilé. Giéon sentit les larmes couler. Ce tableau était un testament d'amour, mais aussi de résilience. Elles décidèrent de restaurer la maison et d'en faire un lieu d'accueil pour ceux qui, comme elles, avaient été rejetés pour leur identité. Un refuge pour les âmes perdues, un endroit où l'amour, sous toutes ses formes, serait célébré. Avec l'aide d'Élise, qui accepta de revenir à Senlis pour la première fois en décennie, elles organisèrent une inauguration. Le village, transformé par les révélations, répondit avec une chaleur inattendue. Les habitants apportèrent des fleurs, des gâteaux et des histoires, comme pour se racheter de leur silence passé. Lors de l'inauguration, Giéon prit la parole, sa voix tremblante mais claire. « Cette maison est pour tous ceux qui ont été forcés de se cacher, pour ceux qui ont aimé en secret, qui ont souffert en silence. Nous sommes ici pour dire que l'amour n'est pas un crime, mais une force. » Élodie, à ses côtés, lui serra la main, ses yeux brillants de fierté. Le soir, seules dans le jardin de leur nouvelle maison, elles regardèrent les étoiles. Giéon pensa à sa vie en Corée, à Sojin, à toutes les fois où elle avait cru qu'elle ne trouverait jamais sa place. Mais ici, avec Élodie, elle avait trouvé bien plus. Un amour authentique, une famille choisie, une vérité qu'elle pouvait enfin embrasser. « Tu penses qu'on peut être heureuse ?» demanda-t-elle, sa voix douce. Élodie sourit, passant un bras autour de ses épaules. « On l'est déjà. » Le marais, au loin, scintillait sous la lune. Il n'était plus un lieu de mort, mais un témoin de leur renaissance. Giéon savait que les blessures du passé ne disparaîtraient jamais complètement, mais elles ne la définissaient plus. Elle était libre, aimée, et prête à écrire un nouveau chapitre, non pas comme une mariée laissée pour morte, mais comme une femme qui avait survécu pour vivre. Et dans ce village, où les secrets avaient été dévoilés, l'amour, enfin, pouvait fleurir.